Bonjour, je suis Karine Ledru, consultante formatrice à l'Institut 410 et pilote des formations RSO. Et je vais laisser la parole à notre directrice adjointe, Iris Loury, qui va vous accueillir. Bonjour, merci Karine. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de remplacer Élodie Marchat, qui a assisté ce matin à la réunion de lancement du plan de transformation écologique de l'État pour vous accueillir aussi nombreux. Vous êtes plus de 300 inscrits aujourd'hui, ce qui est inédit. Preuve que nos webinaires RH Management deviennent un rendez-vous que vous appréciez et je vous en remercie. Le sujet du jour, la décarbonation. C'est un enjeu majeur pour nos organisations et pour notre société de manière plus globale. La sensibilisation des acteurs publics dont nous faisons partie est essentielle et j'espère que les partages d'expériences qui vont vous être présentés aujourd'hui seront source d'inspiration pour agir. Je terminerai cette introduction en rappelant que l'Institut 410 propose des formations reconnues comme la fresque du climat et la fresque du numérique, qui peuvent constituer pour vous un point d'entrée intéressant pour aborder le sujet avec vos collaborateurs. Je vous souhaite un très bon webinaire. Au revoir. Merci Iris. Donc, je suis ravie d'animer ce webinaire aujourd'hui sur une thématique RSO essentielle, comme le disait Iris Loury. Alors aujourd'hui, je vais interroger trois témoins institutionnels qui vont partager avec vous leur retour d'expérience. Et je vais donc les laisser se présenter. Donc, je vais donner tout d'abord la parole à Najida Moussi. Bonjour à toutes et à tous et merci Karine en premier lieu pour l'invitation à ce webinaire. Donc je suis Najida Moussi et j'ai rejoint l'URSSAF Caisse nationale en septembre dernier en tant que responsable du département RSO et je suis en charge de piloter et d'animer la démarche RSO au sein des URSSAF. Merci Najida. Alors nous avons également avec nous Pauline Ballester. Bonjour à toutes et à tous, je suis Pauline Ballester, donc je suis responsable RSO à la CARSAT Midi-Pyrénées et nous travaillons dans notre pôle sur divers projets RSO que peut mettre en place notre CARSAT. Merci Pauline. Et enfin, nous avons avec nous Guillaume Serre. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup Karine, merci à l'Institut de nous inviter sur ce webinaire. Donc Guillaume Serre, je suis chargé de sécurité, sûreté et environnement pour la Caisse d'allocation familiale dans les Alpes-Maritimes et responsable RSO. Voilà. Merci beaucoup. Merci Guillaume. Alors, je vous précise que ensuite, après les témoignages, il y aura en fait un temps qui sera consacré en fin de webinaire pour répondre à vos questions. Donc, vous pouvez en fait dès à présent cliquer en fait sur l'icône QR qui veut dire questions-réponses. Et ma collègue Sybille Guillot va collecter en fait vos réponses et vos questions et me les transmettra en fin de webinaire. Alors, avant de laisser la parole à nos témoins, quelques éléments peut-être introductifs et contextuels. Donc, comme le disait notre directrice adjointe, au même titre que l'ensemble des acteurs publics, les organismes de protection sociale ont un rôle majeur à jouer en s'inscrivant dans une dynamique de décarbonation. Et d'ailleurs, notre référentiel RSO institutionnel, créé en 2020, prévoit déjà dans son engagement 3 un objectif de maîtrise de nos émissions de gaz à effet de serre. Les COG aussi des différentes branches se sont emparées du sujet. Et plus récemment, la circulaire du 21 novembre 2023 relative aux services publics éco-responsables prévoit une liste de 15 engagements pour la transformation écologique de l'État. Alors, parmi lesquels la formation de tous les agents à la transition écologique d'ici 2027,
et également en fait le suivi des émissions de gaz à effet de serre et le respect d'une trajectoire de décarbonation. Et l'objectif est ambitieux puisqu'il s'agit en fait de réduire les émissions de l'État de 22% en 2027 par rapport à 2022 et d'atteindre le zéro émission nette d'ici 2050. Alors, avant effectivement d'interroger nos trois témoins, je vous propose un petit sondage pour voir où vous en êtes justement dans la réalisation, l'élaboration d'un bilan carbone. Donc, à quelle étape en fait vous vous situez au sein de votre organisme? Est-ce que voilà, c'est en cours de réflexion? Est-ce que votre bilan carbone est en cours de réalisation ou est-ce que vous avez déjà réalisé un bilan carbone? Donc, je vous laisse quelques secondes pour en fait indiquer votre réponse. Donc, où est-ce que vous en êtes au niveau du bilan carbone? Est-ce que c'est en cours de réflexion? Est-ce que c'est en cours de réalisation ou est-ce que c'est déjà réalisé? Alors, j'attends vos réponses. Encore quelques secondes. Sylvain, est-ce qu'on peut faire apparaître les résultats? Alors, je prends la parole parce que vous ne voyez pas les Ouais. résultats, mais moi je les vois, je pensais que vous les voyez. Donc, on est à 54% en cours de réflexion, Karine. D'accord. 15% sont en cours de réalisation et 31% ont réalisé le bilan carbone. D'accord. Donc, on voit que c'est assez partagé. Très bien, merci. Merci Sylvain donc, pour ces résultats. Alors, ce que j'aimerais peut-être avant de laisser voilà, la parole à nos témoins pour qu'ils nous expliquent en fait la démarche qu'ils ont choisie, c'est peut-être de présenter en fait en quelques mots leur organisme pour que vous ayez en fait voilà, une carte d'identité synthétique des organismes qu'ils représentent. Alors, Najida, peut-être Najida Moussi, donc de l'URSSAF Caisse nationale, pardon. Najida, est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots l'URSSAF Caisse nationale? Oui, bien sûr. Donc, le maillage territorial des URSSAF est organisé autour d'une caisse nationale et de 21 URSSAF régionales en métropole. Donc, aujourd'hui, au 31 décembre 2023, nous avons plus de 16 000 collaborateurs et notre patrimoine immobilier est constitué de 144 sites sur toute la métropole pour un total de 370 000 mètres carrés, un peu plus de 370 000 mètres carrés de surface sub. D'accord, très bien, merci. Pauline, en ce qui concerne la CARSAT Midi-Pyrénées, quelques éléments chiffrés? Donc, la CARSAT Midi-Pyrénées est implantée dans l'ex-région Midi-Pyrénées. Nous sommes basés sur 8 départements que sont l'Ariège, l'Aveyron, la Haute-Garonne, le Gers, le Lot, les Hautes-Pyrénées, le Tarn et le Tarn-et-Garonne. Donc, ça représente un territoire de 45 000 mètres carrés à peu près. Nous sommes 799 salariés à la CARSAT au 31 décembre 2023. 537 personnes sont situées au siège de la CARSAT qui est situé à Toulouse dans le quartier du Mirail et 262 personnes qui sont sur les sites extérieurs. Donc, 11 agences retraite et on a la particularité, c'est que nos services sociaux sont hébergés dans les caisses primaires d'assurance maladie. Et nos locaux représentent aujourd'hui à peu près 25 000 mètres carrés. Vous avez le détail dans la slide qui est présentée. Très bien, merci Pauline. Guillaume, en ce qui concerne la CAF des Alpes-Maritimes, quelques chiffres clés Oui, également? bien évidemment, oui. Alors, une autre échelle, du coup, on n'est plus ni sur l'échelle nationale ni régionale, sur une échelle complètement départementale. On est 574 employés
répartis sur 7 sites. Alors, je vous ai pas donné le détail des mètres carrés, mais si on est sur de la Sun, on est à peu près sur une quinzaine de milliers de mètres carrés de Sun. D'accord. Très bien, merci. Donc effectivement, nous avons aujourd'hui 3 organismes avec un périmètre géographique différent, un périmètre national, régional et départemental. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Najida, en ce qui concerne l'URSSAF Caisse nationale, vous avez mis en fait en place un bilan carbone. Alors, ce que j'aimerais peut-être savoir d'abord, c'est quel a été l'élément déclencheur et puis ensuite, quelles ont été les étapes clés de la démarche. Donc, le lancement de notre démarche au sein de l'URSSAF a été lancé dans le cadre de l'élaboration de notre convention d'objectifs et de gestion, puisque l'un des volets importants de notre COG concerne notre démarche RSO. Donc, à ce titre, une fiche dédiée à la transition écologique a été élaborée avec un objectif qui était de réaliser un bilan carbone en 2023 pour l'ensemble des URSSAF et sur les 3 scopes. Donc, le réseau des URSSAF a souhaité aller encore plus loin, car à l'appui de notre COG, une stratégie RSO a été adossée et va être déployée sur l'ensemble de la période conventionnelle 2023-2027. Et cette stratégie RSO, elle s'articule autour de 4 axes forts et est déclinée en 9 enjeux, dont un axe qui concerne directement notre responsabilité environnementale et la réduction de notre empreinte environnementale. D'accord. Et donc ça a été l'élément déclencheur. Quelles ont été les étapes clés? Et peut-être pour les non-initiés, nous préciser un petit peu ce que veut dire scope 1, scope 2, scope 3. Donc, alors peut-être pour rappeler notre démarche, ce qui est important de rappeler, c'est que nous avons décidé d'aller au-delà de la réglementation, puisque toutes les URSSAF, y compris les URSSAF qui n'avaient pas l'obligation de réaliser un bilan carbone, ont été intégrées dans le périmètre de réalisation du bilan carbone. Donc, voilà, comme je le disais, il a été réalisé sur les 3 scopes et pour les 22 URSSAF. Donc, le scope 1 concerne toutes les émissions directes. Donc, ce sont toutes les émissions directes qui sont liées à l'énergie, à notre consommation d'énergie, aussi à l'utilisation des véhicules, tout ce qui est fuel, carburant. Les émissions indirectes, ce sont toutes les émissions émises, donc c'est notamment tout ce qui concerne la climatisation, qui a un pouvoir très réchauffant dans l'atmosphère. Et le scope 3, ce sont toutes les autres émissions qui concernent à la fois les achats, les immobilisations, donc tous nos bâtiments, tous nos matériels informatiques. Donc voilà en gros les 3 scopes. Et donc, la méthodologie qu'on a mis en place au niveau de l'URSSAF nationale, ça a été d'installer une gouvernance, donc avec l'installation d'un comité de pilotage bilan carbone. Donc, ce comité de pilotage, il était composé à la fois de représentants de l'ensemble des directions de la Caisse Nat et des représentants d'URSSAF volontaires. Donc, à ce titre, l'URSSAF Rhône-Alpes, Picardie et Poitou-Charentes ont participé au comité de pilotage. Et donc, pour réaliser ce bilan carbone, on a souhaité faire appel à un prestataire extérieur parce que ça nécessite réellement une vraie expertise, une expertise technique et une connaissance du sujet et notamment de la comptabilité carbone. Et donc, nous avons désigné un chef de projet qui a été en charge de piloter l'ensemble de la démarche et de faire le lien à la fois entre le prestataire et les différents représentants de la Caisse nationale. Au total, voilà, on a une douzaine de collaborateurs qui ont participé à la démarche. D'accord, donc vous avez fait le choix de recourir effectivement à un prestataire et en associant en fait au sein de votre groupe de travail des personnes de la Caisse nationale et des représentants aussi des caisses régionales. Combien de temps ça a pris en fait de réaliser ce bilan et finalement, est-ce que ce sont ces 12 personnes qui ont été mobilisées ou plus largement, est-ce qu'il y a eu d'autres personnes aussi de mobilisées? En gros, le temps pour la réalisation du bilan carbone, ça a été environ une période de 6 mois. Et donc, c'est vrai qu'il a fallu solliciter l'ensemble des directions de la Caisse nationale, puisque, comme je le disais, le bilan carbone a été réalisé pour l'ensemble des URSSAF. Et donc, c'est vrai qu'il y avait la plupart des informations et des données collectées étaient centralisées au niveau de la Caisse nationale. Donc, il a fallu solliciter l'ensemble des directions, que ce soit le département budget, le département achat ou le département immobilier pour collecter toutes ces données.
D'accord. Donc ça a pris effectivement 6 mois. Et Tout finalement, à c'est fait. la Caisse nationale qui a porté en fait la réalisation du bilan de carbone pour la Caisse nationale, mais également pour les URSSAF. Tout à fait. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Najida. Alors, Guillaume, je crois que vous, au niveau de la CAF, vous avez choisi une autre stratégie. Alors, est-ce que vous pouvez nous l'expliquer, peut-être nous dire aussi un petit peu avant quel a été l'élément déclencheur aussi pour établir un bilan carbone et quelle est finalement la méthodologie que vous avez choisie? Bien sûr, oui. Alors, l'élément déclencheur, finalement, ça a été les CPOG de 2012-2015 qui demandaient les réalisations de BGS. Alors, le BGS, c'est un bilan des émissions de gaz à effet de serre. C'est un autre périmètre d'analyse. Vous parliez de scope. Alors, bon, aujourd'hui, réellement, on ne parle plus de scope, mais si vous voulez, il y a différents périmètres d'analyse. On peut s'en tenir à un périmètre réglementaire, bien qu'il soit en pleine évolution. C'est ce qui avait été fait donc, pour nous en 2015, où on étudiait seulement et uniquement les émissions de nos déplacements, de nos consommations d'énergie pure, c'est-à-dire ce que disait Najida, ce qui correspondait anciennement au scope 1 et 2. Sans prendre en compte le scope 3, ce qui n'est pas forcément très pertinent parce que, surtout dans les organisations administratives dans lesquelles on travaille, c'est très souvent le scope le plus émetteur. La partie, c'est voilà, c'est les flux les plus émetteurs. Donc, l'élément déclencheur, voilà, c'était vraiment un suivi de la réglementation. En 2015, on a sous-traité cette prestation et finalement, Donc, vous aussi, dans un premier temps, vous avez fait appel à un prestataire extérieur, en fait. exactement, oui, c'était un Oui. marché en fait, un marché régional Mhm. et on a voilà, adhéré à ce marché-là. Sauf que les livrables étaient très génériques, n'étaient pas assez détaillés, correspondaient pas forcément à la photographie de notre organisation. Donc en 2019, ben, fort de plans d'action qui n'avaient pas forcément entièrement été réalisés ou qui n'avaient pas été assez finement élaborés, on a décidé de former un collaborateur, moi en l'occurrence, un agent de la Caisse d'allocation familiale des Alpes-Maritimes, à la réalisation de bilan carbone. Donc selon la méthode officielle, la méthode de l'association bilan carbone, qui est aujourd'hui la seule méthode de comptabilisation. Donc, on a eu un gros avantage là-dessus, enfin, on a tiré un gros avantage là-dessus. Alors, bon, l'analyse, pour reprendre l'historique, l'analyse était très simple, hein, si vous voulez. À l'époque, faire appel à un partenaire coûtait aux alentours de 4 000 euros et la formation tournait aux alentours, avoisinait les 2 000 euros, légèrement moins. Donc, Et elle durait combien de temps, cette formation? Elle a duré combien alors, de temps? cette formation, c'était 3 jours. Alors, il y a une partie en e-learning parce qu'il faut arriver déjà avec des bagages. Je suis parti de zéro, de pas très loin de zéro. Donc, il faut étudier d'abord, avoir des connaissances approfondies dans la partie climat, dans toute la partie énergie et émissions. Donc, on a un temps d'étude, alors qui est estimé à 15 jours, mais qui se répartit, qui est libre de réalisation, hein. C'est à l'étudiant à s'organiser. Cette partie doit être faite à l'arrivée en formation. Et après, il y a 3 jours de formation. Alors, 2 jours de formation sur une formation primaire et il y a une journée d'expertise, en fait, de maîtrise. Donc, Donc, 3 ça jours de fait formation, un pardon. petit peu moins de 20 jours, en fait, Un petit peu moins de 20 jours, ouais. Oui, oui. Ouais, d'accord. Ouais, Pour ouais. un coût, au Alors, niveau de la formation, aux alentours de 2 000 euros. aux alentours de 2000 euros. D'accord. Voilà. Ok, donc vous avez fait le choix, en fait, d'internaliser finalement Alors, l'élaboration du bilan carbone. on a internalisé et sciemment pour justement avoir des créations de plans d'action avec des actions qui mettent le doigt réellement sur nos besoins Mhm. pour réduire si vous voulez, on n'avait pas un livrable qui disait réduire de 8% nos consommations d'énergie. Non, non, les livrables étaient
il faut arrêter le fuel sur tel bâtiment, il faut perfectionner l'isolation sur tel bâtiment, il faut perfectionner l'éclairage ici, il faut régler les températures ici. Enfin, voilà, c'était des choses qui étaient beaucoup plus concrètes sur les plans d'action. Voilà, c'était des plans d'action plus fins qui étaient plus facilement réalisables. Oui, d'accord. Donc, en fait, vous, grâce à l'internalisation, finalement, à la CAF, vous avez eu un diagnostic qui était plus fin et qui vous a permis de mettre, en tout cas par rapport à l'expérience que vous aviez quand vous avez externalisé l'élaboration du bilan carbone, finalement, vous avez pu ensuite avoir une feuille de route peut-être plus précise et plus fine que lors de la première réalisation du bilan carbone. Complètement. D'accord, très bien. Alors Pauline, vous, à la CARSAT Midi-Pyrénées, alors le suspense reste entier. Est-ce que vous avez fait appel à un prestataire externe ou un prestataire interne? Quelles ont été les modalités? Et peut-être avant l'élément déclencheur quand même. Et quand avez-vous démarré votre premier bilan carbone? Parce qu'il me semble que vous avez pris un petit peu d'avance et que ça fait un moment que vous êtes dans la démarche. Alors, l'élément déclencheur, Karine, ça a été notre CPG retraite 2009-2013, où il y avait une action qui stipulait de mettre en place, de réaliser, pardon, un premier bilan carbone. Donc, sur ce premier bilan carbone, nous avions été, je n'y étais pas encore, été accompagnés par un prestataire externe, et c'est un travail qui avait duré plus de 6 mois. Et depuis, nous réalisons un bilan carbone tous les 4 ans, donc un bilan gaz à effet de serre, pardon, sur les 3 scopes. Et le second bilan gaz à effet de serre sur les 3 scopes a été également réalisé par un prestataire externe. Et depuis l'année 2018, nous réalisons nous-mêmes notre bilan GES sur les 3 scopes, je précise toujours. Alors, comment vous le réalisez à la CARSAT? Quelles sont les modalités que vous avez choisies? Alors, nous, alors, après avoir été accompagnés, je précise, nous, ça a été un peu comme Guillaume, c'est que on a eu un peu les mêmes constats sur sur ce qui avait pu être fait par le second prestataire en externe. Donc, c'est pour ça qu'en 2019, quand on a réalisé notre bilan GES sur l'année 2018, la décision a été prise de le faire en interne. Donc, ce qu'on a fait et ce qu'on a réitéré cette année, c'est qu'on a utilisé les données qu'on avait complétées dans le cadre de la campagne PERLS. Et à chaque fois, en fait, nous retravaillons les données qui sont incluses notamment aussi, qui sont incluses dans la calculette de l'outil. Parce qu'en fait, en réalisant les campagnes PERLS, la campagne PERLS, qui en plus, on est en pleine période en ce moment, ça nous a permis de gagner du temps pour la réalisation de notre bilan GES, de nos bilans GES. Voilà. Et après, on se sert également de la documentation qui est en ligne et qui est disponible sur le site bilan GES de l'ADEME. D'accord, donc quand vous dites gagner du temps, c'est-à-dire combien de temps en fait vous a fallu pour réaliser en fait ce bilan carbone à l'aide de l'outil PERLS Alors ça peut paraître court, mais comme il y a toute cette période, de la campagne où on rentre les données, on travaille avec les équipes pour consolider les données qu'on peut nous transmettre. En fait, on a démarré réellement le bilan GES au mois de novembre. Donc, ça nous a pris à peu près 1 mois et demi. Nous étions 2 personnes qui travaillaient à la réalisation du bilan carbone, un peu sur la gouvernance. Par contre, nous n'étions pas seuls. On a travaillé beaucoup avec les différents services supports qui nous ont confirmé les données ou avec qui on a retravaillé certaines données. D'accord. Alors, vous dites que vous avez retravaillé les chiffres à partir des données PERLS. Alors, il me semble que cette calculette, en fait, il y a des travaux au niveau national qui sont réalisés. Et Najida, vous en faites partie de ce groupe de travail. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les travaux en cours par rapport à cette calculette PERLS? Pourquoi d'abord ces travaux et puis quelle échéance?
Alors oui, en effet, Karine, des travaux ont débuté depuis ce début d'année et je participe en effet à ce groupe de travail. Donc c'est un groupe de travail qui est piloté par la CNAM avec le concours de toutes les branches. L'objectif, c'est d'adapter et de faire évoluer la calculette gaz à effet de serre de l'outil PEARLS pour pouvoir produire dès 2024 un bilan conforme à la méthode ABC et surtout un bilan sur les 3 scopes. Et dès 2024, l'objectif, c'est que chaque organisme de sécurité sociale dispose de son propre bilan carbone sur les 3 scopes. Et un bilan, voilà, avec un outil conforme à la méthode ABC. Tout à fait. Donc, l'échéance fin 2024, c'est ça? Oui, fin 2024, début 2025 Voilà, tout à fait. L'évolution de l'outil devrait être terminée d'ici la fin de l'année 2024 et en 2025, quand les organismes compléteront la PEARLS, ils auront leur propre bilan carbone sur les données 2024. D'accord. Alors, donc merci déjà pour ces précisions sur effectivement les démarches que vous avez entreprises au sein de vos organismes respectivement. Alors, avant de vous demander un petit peu les résultats des bilans que vous avez effectués, je vais réinterroger nos participants pour voir finalement au regard de ce que vous avez pu partager comme retour d'expérience, savoir parmi nos participants quelle modalité en fait vous avez choisi ou quelle modalité vous envisagez de choisir pour réaliser votre bilan carbone. Est-ce que vous voyez plutôt, vous choisissez plutôt une réalisation en interne, c'est-à-dire la formation finalement d'un ou plusieurs salariés au sein de votre organisme, ou est-ce que vous préférez ou vous envisagez de recourir à un prestataire externe pour vous accompagner? Donc, quelques secondes aussi, et Sylvain, je te laisserai présenter les résultats, puisque je ne les vois pas sur mon écran. Alors pour l'instant, c'est assez partagé. On est à 57%, 58% pour la réalisation en interne et 42% pour la réalisation à l'aide d'un prestataire. Donc c'est assez partagé pour l'instant. Oui, c'est assez partagé. À 60-40, ça dégage un petit peu. Ok, 60-40. Ça se confirme, ouais, pour la réalisation en interne, un petit peu plus. D'accord, donc on a une préférence, une petite préférence pour la réalisation en interne. Très bien. Alors, donc, vous nous avez expliqué comment vous avez réalisé votre bilan carbone. Maintenant, ce qui serait intéressant que vous partagez avec nous, c'est finalement qu'est-ce que ça a donné, quels ont été les résultats de ce bilan carbone, est-ce que ça vous a étonné, quels ont été finalement les postes les plus émetteurs. Alors, je vais d'abord peut-être demander à Guillaume. Guillaume, au niveau de la CAF des Alpes-Maritimes, quels ont été finalement les résultats de ce bilan carbone et puis qu'est-ce que vous en avez fait? D'accord. Alors, les résultats sont très positifs parce que justement, on a pu, comme je l'expliquais, élargir le périmètre d'analyse et avoir une personne en interne qui s'est dédiée au suivi de la réalisation des actions proposées. On est, pour chiffrer, on est à moins 40% d'émissions à périmètre égal entre 2019 et 2022. Donc c'est un beau résultat, effectivement. On est bien au-delà, bien évidemment, des obligations réglementaires, mais c'était là tout notre objectif, de ne pas s'en tenir à ce que l'on nous demande, mais ce que citoyennement et d'un point de vue organisationnel, ce qui nous paraissait bien de faire. La stratégie, si vous voulez, on a développé une stratégie en fait à l'échelle de 2050 sur l'atteinte d'une activité bas carbone. Parce qu'on parle souvent de neutralité carbone, sauf que c'est quelque chose de très très flou. Je pense que peu de personnes savent ce qu'est la neutralité ou la réalisation bas carbone. Pour faire simple, en fait, si vous voulez, la neutralité, c'est un équilibre entre
les émissions que l'on rejette dans l'atmosphère et celles que l'on est capable de capter. Comment on capte du carbone? Eh ben, c'est par des forêts, par des surfaces maritimes. Voilà, les puits de carbone sont essentiellement concentrés dans ces zones-là. Bon, ben, à la Cave des Alpes-Maritimes, bien qu'on soit en littoral, on a peu de territoires marins, maritimes et peu de forêts, donc on n'est pas capable de capter du carbone. Donc bah, finalement, en fait, ça voudrait dire que la neutralité est égale à zéro. Ça voudrait dire on devrait, pour être neutre en carbone, ce que tout le monde dit, on devrait émettre zéro. Donc finalement, notre stratégie a été de travailler notre activité pour pouvoir réaliser les mêmes objectifs, le même périmètre d'activité en émettant le minimum de CO2, enfin d'équivalent CO2. Donc il y a un plan d'action, un plan stratégique qui a été fait à échelle 2050 et qui est retraduit en différents plans d'action, enfin séquencé en plans d'action de 4 à 5 ans sur nos CPOG. D'accord, très bien. Merci Guillaume. Najida, en ce qui concerne l'URSSAF Caisse nationale et les différentes URSSAF, quels ont été les résultats de ce bilan? Donc même question, est-ce qu'il y a eu finalement un étonnement? Quels ont été les postes les plus émetteurs? Est-ce que c'était surprenant? Et puis, qu'est-ce que vous en avez fait finalement de ce bilan? Donc, en 2022, les URSSAF ont émis plus de 88 000 tonnes de CO2, hein, donc soit l'équivalent de 5,0 tonnes de CO2 par ETP. Donc, la surprise a été que notre poste le plus émissif était les achats. Donc, sur les 3 postes les plus émissifs, nous avons les achats, les immobilisations et les déplacements. Et c'est vrai qu'on a été quand même assez surpris que les achats émettent autant d'émissions de CO2. Alors surpris oui et non, puisque les achats quand même sont un facteur d'émission important, notamment pour la Caisse la Caisse nationale, pardon, car nous faisons appel à des prestataires intellectuels, des prestataires informatiques dans le cadre de la réalisation de nos missions, mais aussi dans le cadre des outils qu'utilisent les URSSAF. Nous avons aussi les déplacements qui ont un impact fort. Ce qu'il faut savoir, c'est que les URSSAF aujourd'hui disposent d'une flotte importante de véhicules de fonction, avec plus de 1200 véhicules sur l'ensemble du territoire. Ce sont des véhicules qui sont mis à disposition des inspecteurs du recouvrement qui réalisent les contrôles en entreprise. Et voilà, ils ont besoin d'un véhicule pour pouvoir se déplacer. Donc, bon, ce qui est assez intéressant, c'est qu'aujourd'hui, ça nous permet d'avoir une première mesure de référence de notre empreinte carbone et de pouvoir prioriser nos actions de décarbonation dans les années à venir. Donc voilà, on a identifié un certain nombre d'axes et de priorités pour les prochaines années. Voilà. On en reparlera tout à l'heure. Et donc pour les URSSAF, par contre, pour les organismes régionaux, est-ce que voilà, on avait finalement la même typologie en termes de résultats? Oui, tout à fait. Ouais. C'est vrai que les achats avaient un impact fort au niveau de la Caisse nationale, mais c'est parce que voilà, on a énormément de prestations intellectuelles et de prestations informatiques pour l'ensemble du réseau des URSSAF. Donc, la démarche a été d'abord, dans un premier temps, de communiquer les résultats auprès de chaque URSSAF. Et nous avons aussi organisé un webinaire avec l'ensemble des agents de direction en charge de la démarche RSO et les responsables RSO des URSSAF afin de partager ces résultats, mais aussi de les accompagner dans l'appropriation et la compréhension des données de leur bilan carbone. Et nous avons aussi, en cas de besoin, réalisé des bilans carbone, des bilatérales, pardon, avec chacune des URSSAF en fonction de leurs besoins. Et pour accompagner cela, on a aussi organisé un séminaire en fin d'année 2023 afin de travailler ensemble sur les leviers d'action pour réduire nos émissions de CO2 dans les années à venir. D'accord. Et donc, finalement, ça a donné lieu à une feuille de route, j'imagine. Tout à fait.
tout à fait. Nous avons construit une feuille de route 2024 avec des priorités. Hein. La première priorité, ça va être de fiabiliser les données de notre bilan carbone, notamment afin de prendre en compte la réalité des données et de réduire l'utilisation de ratios. Par exemple, dans le cadre des facteurs d'émission relatifs à nos achats, au lieu d'avoir un ratio monétaire, l'objectif, ça va être justement de prendre contact avec nos prestataires afin de disposer à la fois de leur propre bilan carbone, mais aussi de connaître l'empreinte carbone de nos achats et ainsi éviter le recours au ratio monétaire. Ça va être aussi de fiabiliser les facteurs d'émission comme les déplacements professionnels, mais aussi les déplacements domicile-travail en renforçant la fiabilité des données déclarées au niveau des URSSAF. Et cette feuille de route, elle va intégrer aussi toutes les actions qui vont nous permettre de diminuer notre empreinte carbone. Donc à la fois en matière d'immobilier, avec les travaux de rénovation énergétique, l'installation de panneaux photovoltaïques ou d'ombrières. Et puis ce sont toutes les actions qui sont liées au numérique responsable, à notre politique d'achat, comme l'insertion de clauses environnementales dans nos achats ou l'insertion de clauses carbone dans nos achats. Et puis bien entendu, ce sont toutes les actions liées à la sobriété énergétique afin de diminuer nos consommations énergétiques. Très bien, merci. Très bien, voilà, merci beaucoup. Pardon. Oui, une chose à rajouter peut-être? Oui, alors l'objectif, bien entendu, à court terme, c'est que chaque URSSAF décline son propre plan d'action RSO en se basant à la fois sur les résultats de son bilan carbone et en intégrant des actions qui vont permettre de réduire leur émission de CO2. Et nous avons également un objectif, c'est de mettre en place un plan de décarbonation, un plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de se fixer un objectif de réduction de nos émissions en 2024. Très bien, merci beaucoup Najida. Pauline, en ce qui concerne la CARSAT Midi-Pyrénées, alors quels ont été les résultats, quels sont les postes finalement les plus émetteurs et est-ce que ça a été une surprise? Alors, ce que je peux vous donner comme indication, c'est que nos émissions ont diminué d'à peu près 10% entre 2018 et 2022. Cette baisse est de 17,3%, en fait, si nous rapportons les émissions au nombre de salariés. Là, vous pouvez voir notre répartition du bilan GES par catégorie. Donc, nous, ce qui a pu étonner, c'est que, puisqu'on a, en fait, on a présenté ces résultats en comité RSO, à notre direction, également au comité environnemental. Et je pense qu'il y a eu... il y avait un parti pris, les gens pensaient que l'énergie était beaucoup plus prenante et beaucoup plus importante dans le bilan carbone. Or, comme vous pouvez voir, ça représente 7,6% de nos émissions. Et notre premier poste d'émission, ce sont les transports domicile-travail. Ensuite, le second poste, c'est tout ce qui se rapporte à l'informatique. Et enfin, le troisième poste, et qui pouvait étonner, ce sont les fuites de fluides frigorigènes. En fait, ce sont les gaz qui sont contenus dans les climatisations que nous pouvons avoir. Et voilà, nous sommes situés sur le territoire de Midi-Pyrénées, donc près de Toulouse. Et contrairement à d'autres établissements, nous avons beaucoup de climatisation dans nos locaux. Donc, ces trois postes représentent 56,9% de notre bilan GES. Et en fait, ça nous permet aujourd'hui de construire un pilotage par rapport aussi aux émissions carbone et à la comptabilité carbone, pouvoir mettre en place nos actions. On a un point de départ, en fait, pour nos plans, nos différents plans d'action, pardon, excusez-moi. En tout cas, ce que je peux aussi vous dire, c'est qu'on a un plan d'action aujourd'hui qui a été mis en œuvre, enfin qui est en œuvre qui sera en œuvre jusqu'en 2027, qui sera mis à jour tous les ans. Ce que je voulais vous préciser aussi, c'est que la branche retraite a un objectif de diminution des gaz à effet de serre de 25% à horizon 2027 par rapport à l'année 2022. C'est inscrit dans la COG, mais c'est aussi inscrit dans notre plan d'action de responsabilité environnementale de la branche retraite, ce qui est une nouveauté depuis la fin d'année 2023. Donc, on a un plan d'action environnementale qui est en place pour l'ensemble de la branche retraite.
Et donc, ça nous a aidé aussi à mettre en place, à construire notre plan d'action, nous, en local. D'accord, donc un plan d'action voilà, ambitieux sur lequel vous avez pu vous appuyer pour construire en fait le plan d'action local. Je souligne que la Caisse nationale, oui, est tout à fait ambitieuse sur ce sujet et nous le sommes également en région. Oui, mais c'est vrai qu'aussi en tant qu'organisme chargé d'un service public, on se doit aussi d'être exemplaire. Hein. Donc, effectivement, cette exemplarité est portée par nos différentes caisses nationales. Très bien. Donc, merci en tout cas pour ce retour, Pauline. Alors, je vois que l'heure tourne. Peut-être, voilà, pour conclure les propos que vous avez pu avoir, est-ce que chacun d'entre vous, vous pourriez donner un conseil pratico-pratique pour nos participants ou un point de vigilance par rapport à l'expérience que vous avez? Guillaume, un premier conseil pour nos participants? Alors, il faudra activer le micro, Guillaume. Ce sera mieux. C'est vrai. C'est déjà un bon conseil. Merci beaucoup. Voilà. En effet. Non, oui, un conseil ou beaucoup, c'est vrai que c'est une démarche qui est assez complexe parce que forcément dans notre cœur de métier, c'est pas forcément, enfin on n'est pas forcément qualifié, donc il faut déjà se qualifier là-dedans, tout ça. Le conseil, moi, ce que je dirais, c'est d'éviter les plans d'action trop macro, de rentrer vraiment dans le détail, c'est de séquencer un maximum les plans d'action. Voilà, ça serait voilà sur le séquencement pardon, des plans d'action et sur le suivi. Voilà. On va voir finalement voilà, une approche fine, en fait, pour être plus efficace en matière de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Exactement. Et après, l'autre conseil, et ça qui est plus un caractère alors plus à la limite citoyen, c'est vraiment de ne pas avoir peur d'avoir le périmètre le plus large, c'est-à-dire de partir sur les réalisations de bilan carbone, d'étudier l'entièreté des émissions, parce que c'est ce que vous disiez, en tant que service de l'État, on doit être exemplaire. Oui, on parle d'un objectif de 2 tonnes par habitant. Aujourd'hui, la portion des services de l'État par habitant est supérieure à 2 tonnes, ou aux alentours de 2 tonnes, pardon, à 1,8 tonnes. Donc c'est vrai que pour atteindre un objectif de 2 tonnes par habitant, il faut, plus qu'être exemplaire, il faut que l'on réduise nos émissions, bien évidemment. Pour effectivement permettre aussi aux citoyens donc de réduire en fait et d'arriver à cet objectif de 2 tonnes. Ok, Exactement. Très bien, merci. Merci Guillaume. Najida, un conseil? Alors peut-être premier conseil, alors c'est vrai que pour la première fois, l'URSSAF a réalisé un bilan carbone pour l'ensemble du réseau, des 22 URSSAF. Et donc c'est vrai que pour la première fois, l'appui et l'accompagnement d'un prestataire nous a aidés. Voilà, le bilan carbone, la comptabilité carbone, c'est une matière qui est très technique et complexe. Et c'est vrai que le fait d'avoir été accompagné nous a permis à la fois de nous acculturer sur le sujet et aussi de nous approprier les données du bilan carbone. Peut-être un autre facteur clé aussi d'une réussite d'une démarche bilan carbone, c'est de sensibiliser et de former les équipes sur le sujet. Voilà, comme je le disais, c'est une problématique qui est transverse, qui est technique. Et c'est vrai que d'accompagner, d'acculturer, d'être en phase d'apprentissage, c'est un facteur de réussite. Et à ce titre, nous allons former un collaborateur à la méthode ABC du bilan carbone afin d'avoir une ressource experte sur le sujet et puis surtout en charge de pouvoir accompagner les URSSAF dans leur démarche de décarbonation. Voilà. Et puis donc, le fait d'avoir eu un premier bilan chiffré nous a aidé afin de nous projeter et puis d'identifier les pistes d'action à venir. Voilà. Et ça a permis de mobiliser l'ensemble des acteurs sur le sujet.
Donc l'accompagnement était vraiment nécessaire pour enclencher la démarche. Tout à Et fait. puis maintenant, voilà, vous allez devenir autonome. Et ce qui est intéressant aussi, c'est effectivement la sensibilisation de tous les acteurs, donc de tous les salariés, puisque finalement chacun a sa responsabilité aussi. Et d'où l'importance effectivement de sensibiliser les salariés également. Très bien, merci beaucoup Najida. Pauline, un conseil? Je vais rejoindre mes collègues. C'est que, alors comme vous l'avez entendu, alors nous, on a eu un prestataire externe, après on l'a fait en interne, mais nous n'avons pas été formés à la méthode bilan carbone. Et là, ça va être le cas, on va être formés à la méthode, enfin, je vais être formée à la méthode bilan carbone. Et je pense que ça va nous aider davantage à être plus précis, à aller plus loin, en fait, dans nos bilans de gaz à effet de serre. Et donc là, voilà, premier conseil. En deuxième conseil, si vous n'êtes pas forcément accompagné ou si vous devez le faire plutôt seul, sans prestataire ou sans formation bilan carbone, ne vous y prenez pas trop tard pour pouvoir être serein, pour pouvoir faire les recherches, notamment sur le site dédié de l'ADEME. Voilà ce que je peux donner comme conseil aujourd'hui. D'accord, donc prendre le temps, effectivement, et ne pas le faire à la dernière minute. D'accord, très bien. Bien, alors, avant de passer aux questions des participants, je vais vous rappeler notre offre de formation en matière de RSO, puisque nous mettons en place plusieurs modules de formation. Vous avez certainement entendu parler du module de formation que nous avons mis en place l'année dernière avec Lucans, Cap vers la sobriété énergétique. Un module d'e-learning entièrement gratuit pour tous les salariés de la sécurité sociale. Il y a également les fondamentaux de la RSO à la sécurité sociale, ouvert aussi à tous les salariés et mis en place en partenariat avec Lucans. Animer la RSO, là c'est plus à destination des chefs de projet RSO, des animateurs RSO au sein de vos organismes pour justement mettre en place une méthode participative pour impliquer les salariés et toutes les strates de votre organisme sur la RSO. Et puis, ces ateliers d'intelligence collective que sont la fresque du climat, la fresque du numérique, ça peut être en fait une clé d'entrée pour sensibiliser vos collaborateurs, donc fresque du climat pour comprendre les causes et les conséquences du dérèglement climatique. Et fresque du numérique, c'est vrai qu'on n'a pas toujours conscience en fait de l'impact du numérique sur l'environnement et nos métiers sont digitaux essentiellement. Donc voilà, c'est aussi des ateliers qui permettent en fait de prendre conscience et puis surtout d'agir et d'identifier les leviers d'action. Pour vous accompagner aussi, il y a l'offre de service de Lucans, qui est elle aussi très riche. Donc, certains d'entre vous connaissent très certainement déjà le réseau collaboratif URSO. Il y a la newsletter aussi RSO, l'espace RSO aussi du site internet de Lucans, où il y a une mine d'informations avec beaucoup d'outils et puis des partages d'expériences. Vous pouvez également valoriser ce que vous faites par l'intermédiaire de Lucans. Donc voilà, on a effectivement au sein de Lucans une équipe fortement mobilisée pour vous accompagner. Alors, Sybille, quelques questions ont été posées au sein du webinaire. Effectivement, oui, on a une dizaine de questions dans l'onglet questions-réponses, donc vous pouvez continuer à y répondre. Oui. Alors, on a une première question de Christian qui nous demande: existe-t-il un site pour comparer les ordres de grandeur des bilans carbone entreprises? Alors, Guillaume, est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Alors, un site, c'est assez compliqué. L'ADEME publie les bilans carbone. Oui. Donc, sur l'ADEME, en ayant le nom, voire le numéro ciré de l'entreprise, mais je crois qu'à partir du nom, c'est faisable, vous pouvez accéder à la partie publication des bilans carbone.
Najida le confirme, hein, visiblement. tout à fait. Oui, tout à fait. Je confirme également. Aujourd'hui, je dirais qu'il y a énormément de... Enfin, on trouve aujourd'hui, que ce soit par le reporting extra-financier ou les choses comme ça, on trouve aujourd'hui beaucoup de données ouvertes sur Internet, mais je conseillerais l'ADEME. D'accord. Très bien, On a merci. une autre question. Oui, alors, on a une question de quelqu'un d'anonyme. Alors, comment avez-vous mesuré le scope 3? Les catégories liées au public, aux intrants des achats sont très difficiles à maîtriser sur toute la chaîne. Alors, qui veut répondre à cette question parmi vous trois? Moi, ça ne me dérange pas de me lancer, hein. Alors, sur la méthode bilan carbone, il faut comprendre que finalement, ce n'est pas une épée de Damoclès, c'est une photographie que l'on a, que l'on réalise. Aujourd'hui, on n'a pas de taxation carbone, donc finalement, vous savez, il y a aucun, comment dire, il y a aucune partie mauvaise à affirmer ces erreurs et à comptabiliser ces erreurs et la totalité de ces émissions. On n'a aucun intérêt finalement à ne pas les comptabiliser. Pour répondre à votre question, il y a des parties où les collectes de données sont très compliquées à faire, notamment sur les démarches clients. Donc, vous avez des sondages qui sont réalisables dans les accueils ou sur Internet directement. Il va falloir extrapoler ces données. Elles ne seront jamais justes. Une facture d'électricité est juste. Une donnée client ou opérateur ou tout ça est forcément pas forcément fiable. Est pas forcément fiable. Ce que l'on fait sur la méthode bilan carbone, c'est qu'on peut renseigner ces facteurs d'émission avec un pourcentage d'erreur qui sera comptabilisé à la fin dans le calcul des émissions. C'est ce que vous avez fait, Najida et Pauline, parce que je vois que vous haussez de la tête. Oui, oui, tout à fait. En effet, la question sur les usagers s'est posée, hein. Et comme le disait Guillaume, on est sur un ordre de grandeur, hein. Donc, on a pris le prestataire a collecté le nombre de visites dans nos accueils et a extrapolé la donnée avec un facteur d'incertitude, certes, qui est important, mais déjà, voilà, on a déjà un premier ordre de grandeur et l'objectif, bien entendu, c'est, voilà, à moyen long terme, c'est de fiabiliser ces données via des enquêtes mobilité auprès de nos usagers. Voilà. D'accord. Très bien. Complètement, Merci. complètement. Je réagis et c'est vrai ce que dit Najida. L'essentiel est de lancer la démarche. Une des actions des plans d'action pourrait être fiabiliser la collecte de données quant aux prestataires de services, quant aux utilisateurs, voilà. Oui, ça peut devenir une action en fait dans le plan d'action. Complètement. Très bien. Sybille, une autre question? Oui, alors on a quelqu'un qui nous demande, nous sommes 50% d'organismes à souhaiter faire appel à des compétences internes pour la réalisation d'un bilan carbone. Est-ce envisageable d'avoir un pool mutualisable de personnel compétent et formé à disposition, peut-être adossé au précis? Ah, c'est une idée intéressante. Qu'est-ce que vous en pensez? De mutualiser en fait nos moyens. C'est vrai que c'est une piste d'action sur laquelle on pourrait engager peut-être une réflexion. Moi, je retiens l'idée. C'est très pertinent. Désolé, je ne veux pas monopoliser le temps de parole des réponses. Ne t'inquiète pas. Mais dites-moi, il faut un censeur. Non, mais c'est très intéressant, bien évidemment. C'est compliqué de dire à chaque organisme départemental, donc sur une échelle très locale, de se lancer dans une démarche et former un collaborateur. On a des échelles régionales, on a des échelles nationales. Alors bien évidemment, je pense que oui, il y a un fort intérêt à former des personnes, des accompagnateurs, ce qui est en train de faire l'URSSAF, ce que j'ai compris, de former des accompagnateurs et des personnes pouvant réaliser ces bilans carbone pour les échelles locales. Et pour permettre voilà, de s'appuyer sur un référent national ou régional, de mutualiser, exactement. Je pense que c'est un fort intérêt. Il y a un fort intérêt là-dessus. C'est exactement les conversations qu'on a avec... parce que nous, on est un petit réseau, les CARSAT. On est 16 CARSAT, donc on est 16 référents RSO.
Et en fait, c'est les conversations qu'on a avec nos collègues, alors sans avoir un réseau bien formé, en tout cas à ce jour, mais nous, sur le bilan, le GES qu'on a fait cette année, on s'est beaucoup entraidés. Et c'est vrai qu'on a mis cette question en exergue du fait qu'on ait des référents formés pour pouvoir nous améliorer dans la réalisation de nos bilans de gaz à effet de serre. Et je dirais même mieux, si l'idée mûrit, je pense que le fait de mutualiser au niveau régional est très pertinent parce que, par exemple, moi, je pourrais être très pertinent sur le bassin méditerranéen, mais c'est vrai que je vais manquer de connaissances climatiques et autres. Alors, ça peut se faire sur base de chiffres, bien évidemment, mais sur ce que je vous disais, sur la finesse des actions proposées, euh, j'aurais plus de mal à traiter un sujet je sais pas, de Bretagne ou du nord de la France ou d'Alsace, parce que je vais avoir des notions d'hygrométrie ou de choses comme ça qui vont être enfin, moins maîtrisées. C'est pour ça que je pense que c'est très intéressant de mutualiser au niveau régional. Très bien. Une autre dernière question, Sybille, parce qu'il est 14h58 et on a dit que voilà, le webinaire durait 1 heure. Donc, une petite question avec une réponse courte. Alors, une question du coup peut-être pour Pauline, donc une question de Sophie. Pourriez-vous nous expliquer ce qui est pris en compte dans le poste informatique, s'il vous plaît, et qu'est-ce que votre comité environnemental? Alors, dans le poste informatique, on y a mis plusieurs données. On y a mis tout ce qui était matériel existant, les achats, donc après tout ce qui était immobilisation informatique. C'est une catégorie qu'on a créée, enfin, qui existe, mais comment expliquer? Voilà, on a mis tout ce qui était immobilisation, donc ce qu'on avait en achat, et après, enfin, ce qu'on avait, pardon, je recommence, 1, 2. Désolée Karine pour la réponse rapide. Donc, nous avons tout ce qui est immobilisation due à l'informatique et après tout le matériel qu'on a informatique et les achats informatiques, principalement. Sur le comité environnemental, en fait, on a 2 comités. On a un comité RSO stratégique qui est composé majoritairement d'agents de direction qui sont en lien avec les différents sujets de la RSO. Et on a un comité environnemental qui est opérationnel, qui sont avec majoritairement des personnes qui sont issues de l'informatique, de la logistique, différents pôles logistiques, des achats, des marchés, et avec qui on travaille sur vraiment la partie opérationnelle des sujets de la RSO et de l'environnement. Très bien. Écoutez, il me reste à vous remercier tous les 3 pour ce partage d'expériences vraiment très riche, très, très intéressant, ces regards croisés. Donc, un grand merci pour votre disponibilité, la clarté de vos explications. Ce webinaire sera accessible en replay et vous pouvez dès à présent donner votre avis. Je vous encourage à donner votre avis sur ce webinaire. Ça nous permet, bien sûr, voilà, d'analyser vos retours et puis de répondre aussi à vos attentes, puisque vous avez aussi la possibilité de nous donner les thématiques qui vous intéressent. Vous allez avoir d'autres webinaires qui vont s'organiser cette année. Donc, restez vigilants sur notre page LinkedIn, sur notre site client. À très bientôt.